Le colportage, c'est un système de vente ambulant qui est parallèle à celui des boutiques sédentaires et qui existe depuis le Moyen-Âge. Le commerce itinérant du livre naît vraiment à la fin du XVIIe siècle, puis connaît une grande fortune au XVIIIe et pendant le premier XIXe siècle. Il fonctionne à l'intérieur des villes et se déploie également des villes vers les campagnes. Le colportage des livres est à la fois un phénomène économique et culturel, français et européen. Il est totalement lié à l'histoire de l'édition, dont le fonctionnement est en place seulement à la fin du XVIIIe siècle. Il s'installe avant la séparation nette des tâches entre imprimeurs, éditeurs et libraires dans la chaîne du livre, ce que Jean-Yves Mollier nomme l'autonomisation progressive des métiers du livre, et puis également avant l'établissement des librairies telles que nous les connaissons aujourd'hui. Sous l'Ancien Régime, en effet, donc avant la Révolution, la fonction éditoriale est assurée par les imprimeurs libraires. Les pouvoirs, à la fois religieux et politiques, tâchent de la contrôler par la censure et l'obligation des privilèges royaux. Ce contrôle entraîne une concentration de l'activité éditoriale en région parisienne et la littérature de colportage, très active en province grâce à un maillage de tout le territoire français, en plus des comptoirs à l'étranger, forme un réseau parallèle et échappe en partie à cette surveillance. Nous y reviendrons. Il s'agit d'une activité corporatiste bien organisée autour de grandes familles de commerçants très puissants qu'on appelle à l'époque les merciers ou merciers grossiers. Ils établissent souvent par parentèle ou mariage leurs comptoirs et leurs boutiques dans différentes villes et mettent en place un solide système bancaire familial. Au départ donc, ils sont presque tous à la fois merciers, toiliers, quincailliers et libraires. Ils ne vendent pas que des livres, des gravures ou des chansons, mais aussi de la mercerie, des petits objets du quotidien, des objets de culte et puis de la pacotille. Le livre est donc d'abord une marchandise d'appoint comme une autre. Mais le commerce ambulant du livre prend de plus en plus d'importance au cours du XVIIIe et sa vente se spécialise alors. Il rapporte en effet d'importants bénéfices. En 1853, Arthur de la Guéronnière, qui est un publiciste du Second Empire, évalue à 9 millions d'exemplaires les livres diffusés chaque année par le colportage pour un capital de 6 millions de francs. Grâce à leur ténacité et à leur obstination, les merciers réussissent à battre en brèche le privilège réservé aux seuls imprimeurs libraires. Les colporteurs sont donc des marchands ambulants qui parcourent les villes, les villages, les campagnes. On les appelle aussi petits merciers, porte-balles, marcelots ou encore mercelots. Ils travaillent au service des commerçants propriétaires de comptoirs et de boutiques. Très tôt, on les recrute parmi les petits paysans ou les journaliers qui recherchent un complément de ressources durant la morte saison, en hiver. Car cette activité est d'abord saisonnière et donc compatible avec le travail de la terre. Mais des colporteurs partent aussi à l'année, voire pendant plusieurs années quand ils traversent les frontières et colportent à l'étranger. Le colportage acquiert progressivement un statut de métier vers le milieu du XVIIIe et la preuve en est qu'on peut alors faire un apprentissage. La profession de colporteur a connu un essor grandissant depuis le XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle. En 1611, on dénombre 46 colporteurs déclarés et autorisés à Paris. 120 en 1712, donc 3 fois plus. Et leur nombre dépasse 3500 à la fin du règne de Louis-Philippe, c'est-à-dire le milieu du XIXe.
Les historiens ont établi un classement en fonction du patrimoine des colporteurs du XIXe siècle, à partir des registres détaillés des négociants qui leur font crédit pour les livres et les autres marchandises qu'ils partent vendre sur les routes et qu'ils remboursent à leur retour. Il existe tout d'abord le colporteur famélique. Il est très pauvre, il n'a rien à offrir en gage quand il prend des livres. Il est souvent représenté avec des vêtements élimés et son bâton de marche. Le colporteur dit familier possède un patrimoine suffisant pour garantir son emprunt. Et enfin, le colporteur négociant possède de solides avoirs, il peut se payer une charrette et même ouvrir boutique. Et un colporteur peut, en fonction de son travail, gravir les échelons de cette hiérarchie. L'imprimeur, qui fabrique les livres, les vante au mercier, qui les répartit ensuite entre ses colporteurs attitrés. Les imprimeurs et les merciers grossiers sont installés dans les villes. Les colporteurs reviennent se fournir chez l'un ou l'autre dès qu'ils ont écoulé leurs articles. Les deux premiers types de marchands ambulants, faméliques et familiers, portent leurs marchandises dans une hotte, une balle en bois ou en tissu, d'où le nom de porte-balle, ou un ballot sur le dos, ou bien un éventaire suspendu devant leur poitrine, autour de leur cou, d'où le nom de col-porteur. Une hotte pouvait peser jusqu'à 40 kilos. Le métier du colportage implique le corps. Il exige de la force physique, de l'endurance et de bonnes jambes. Les vendeurs circulent à pied pour la plupart et en carriole donc pour les plus riches. Le principe de cette vente ambulante d'imprimés existe depuis le bas Moyen-Âge et l'invention de l'imprimerie. Les vendeurs emportent ainsi facilement dans leur ballot des petits livres en papier très ordinaire composés d'une ou plusieurs feuilles, au départ simplement reliées avec de la ficelle. Ils vendent dans les villes, les villages, les hameaux, dans les foires, sur les marchés, dans la rue et parfois même directement chez les gens. Et n'oublions pas qu'ils ne vendent pas que des livres, mais aussi de la mercerie et de la petite quincaillerie. Le colporteur, même connu par ses visites successives et régulières, est vu comme un étranger. Son statut est ambivalent. D'un côté, on attend avec impatience les nouvelles qu'il apporte de l'extérieur. De l'autre, il est très facile de lui attribuer, faute de mieux, la responsabilité de certains délits ou mauvais coups, et de l'associer aux confréries des truands, qui remontent au Moyen-Âge, aux vagabonds, aux gueux, classe à laquelle il n'appartient pas en général. Pour eux aussi, ce métier d'errance comporte beaucoup de dangers. Maupassant évoque la peur de ces voyageurs d'être attaqués et volés dans une nouvelle de 1893 intitulée « Le colporteur ». La lecture et l'achat de livres sont encore essentiellement réservés aux lettrés et aux ecclésiastiques au XVIIe siècle. Puis ces pratiques s'étendent à un public plus large au XVIIIe. Dans les villes, le lectorat est composé de petites gens, artisans, boutiquiers, compagnons, maraîchers. Agricole Perdiguier, compagnon menuisier du Tour de France, raconte dans ses mémoires publiées en 1854, Mémoires d'un compagnon, que, quand il était enfant, il y avait chez lui des livres de gravure religieuse, des romans de chevalerie, des recueils de cantiques, les fables d'Ésope, autant de livres de colportage qui ont marqué sa sensibilité. La haute société, quant à elle, méprise ce type de littérature, mais la lit aussi parfois. Dans les campagnes, les lecteurs sont des artisans, des diacres, des maîtres d'école, des propriétaires terriens, parfois des paysans instruits. Ceux qui savent lire font la lecture à voix haute lors des veillées. L'influence de ces livres dépasse donc largement le cercle des acquéreurs. Les gens achètent parfois des imprimés à regarder plus qu'à lire. Les images épinglées au mur dans la pièce à vivre sont offertes à la contemplation de toute la famille, y compris à celle des enfants qui y puisent leur première instruction, et les livres sont lus ensemble. Bibliothèque bleue, almanach, feuille à 1 sou. Cette tradition de culture populaire par les images, les vignettes, les gravures sur bois, les chansons imprimées sur une page,
et poursuivi au XVIIIe siècle par ce qu'on appellera l'imagerie d'Épinal. Que nous révèlent les catalogues de livres et d'imprimés? Tout d'abord, une diversité de formes et de formats. Nous l'avons vu, les colporteurs ne vendent pas que des livres, mais aussi des feuilles volantes, in plano, ou pliées en deux, in folio, avec des chansons, des libelles, des pamphlets politiques et sociaux, des petites gravures, des images d'Épinal, ou encore ce qu'on appelle en Angleterre des handbooks, tablettes de corne ou de bois, sur laquelle est fixée une feuille souvent à destination didactique pour les enfants, comme les abécédaires. Le fait que beaucoup d'imprimés qui circulent au XVIIIe et XIXe siècle soient des feuilles volantes, des petites plaquettes ou des livres faits avec du papier de mauvaise qualité, donc fragile, altérable, fait qu'il n'en reste que peu d'exemplaires en proportion de la masse énorme de ce qui est imprimé alors. La forme des livres elle-même varie, et les livres ne se ressemblent pas toujours à ceux que nous connaissons. Ils sont plus hauts, mais moins épais. Au début, on privilégie pour leur légèreté les formats in quarto, donc une feuille pliée en 4 qui donne 8 pages, et in octavo, feuille pliée en 8 qui donne 16 pages, ainsi que le in 12 et le in 16. On observe aussi une diversité d'ouvrages. En 1864, au moment même du déclin du colportage, Charles Nizard, secrétaire adjoint de la Commission permanente pour l'examen des livres de colportage, en propose un inventaire et un examen très précis qui nous sont extrêmement utiles aujourd'hui. Les sujets abordés sont innombrables et variés. La religion, mais aussi la magie, la morale, les bonnes manières, les techniques, l'agriculture, et du côté littéraire, tous les genres, le roman, le conte, la légende, la chanson, le théâtre, et puis encore l'histoire, la politique, les faits divers. Je ne donnerai que quelques exemples et quelques titres parmi cette production fabuleuse. Les misères de ce temps. Ce livre décrit les maux du peuple et contient une satire politique et aussi une revendication sociale qui sont toutes les deux déguisées pour échapper à la censure. On trouve encore tous les soutiens à la religion, des psautiers en latin, des compilations de prières usuelles, des petites heures qu'on appelle les longuettes, la vie de Jésus-Christ, la vie des saints, des cantiques, des catéchismes, qui cohabitent allègrement avec des ouvrages de magie et de vieilles croyances populaires. On trouve aussi des ouvrages techniques qui abordent tous les domaines connus à l'époque. La météorologie, l'usage des plantes et des herbes, le jardinage, l'agriculture, la médecine vétérinaire, le calendrier des bergers, l'astronomie, les remèdes à l'usage des femmes, la cuisine, la pâtisserie, des manuels de vie pratique, de correspondance, de civilité et beaucoup d'autres choses encore. Ce qu'on appelle les almanachs regroupe, sous forme de calendrier, une sélection d'informations dans tous ces domaines. Les catalogues de colportage nous montrent aussi l'existence de chansons populaires, de pièces de théâtre sous toutes ses formes, facéties, pièces pieuses, pastorales, tragédies, et surtout 2 romans, et particulièrement les romans de chevalerie, qui datent des débuts de l'imprimerie. Huon de Bordeaux, l'histoire des 4 fils Aymon, La Belle Hélène, Richard sans peur, l'histoire de Valentin et Orson ou l'histoire de Mélusine. Certains romans ont connu une vraie fortune quasiment jusqu'à nos jours. Gil Blas, Le Diable boiteux, Robinson Crusoé, Gulliver, Paul et Virginie, Télémaque. On trouve encore des contes de Perrault, puis de Madame d'Aulnoy, de Madame de Murat, et puis enfin tout ce qui concerne l'actualité. Les canards datent de cette époque, ce sont des feuilles volantes d'informations qui circulent dès le XVIIIe siècle et sont vraiment plébiscitées par les lecteurs au XIXe. Nous sommes ici à l'origine du roman populaire et à la source du mode de sensibilité littéraire du peuple.
les plus grands succès de la littérature de colportage sont remportés par les livres de la Bibliothèque bleue, créée au début du XVIIe siècle par Nicolas Oudot, imprimeur à Troyes, donc en province. Il est bientôt concurrencé par la famille Garnier dans la même ville. Les Oudot et les Garnier sont les premiers à l'époque à avoir l'idée de recycler des titres déjà édités, à imprimer et à vendre des livres à bas prix. Un livre de format réduit, ne dépassant pas quelques dizaines de pages, imprimé sur du mauvais papier avec un massicotage approximatif et recouvert d'une feuille sans titre ni dos, faite dans le papier bleu qui sert à emballer le sucre, d'où le nom de Bibliothèque bleue. Leur catalogue regroupe une grande partie des ouvrages que je viens d'évoquer, et il est particulièrement apprécié pour ses nombreux romans de chevalerie. La Bibliothèque de Troyes conserve actuellement le plus grand fonds d'ouvrages de la Bibliothèque bleue avec 3000 titres. Il faut souligner une particularité de ces siècles passés concernant l'impression des livres. Jusqu'au XVIIIe siècle et à l'action décisive du dramaturge Beaumarchais, la propriété intellectuelle et le droit d'auteur n'existent pas vraiment. Les imprimeurs, comme ceux de Troyes, n'hésitent donc pas à plagier, réécrire, découper des textes existants, travaillant toujours dans les marges de la légalité. L'État tâche de lutter contre les contrefaçons qui circulent partout, à la fois pour protéger le privilège des libraires et pour lutter contre la circulation des idées subversives. On promulgue même, en 1757, un édit punissant de la peine de mort la vente de livres clandestins, ce qui ne freine ni les imprimeurs, ni les colporteurs. La littérature de colportage appartient à ce que l'historienne Laurence Fontaine nomme les cultures de l'itinérance par opposition aux cultures sédentaires. Elle établit un commerce de civilité essentiel aux relations sociales. Les colporteurs, envoyés dans les villages pour porter des marchandises citadines, transforment les pratiques culturelles des sociétés parcourues et eux-mêmes en sont transformés. Le colportage possède donc, au-delà de la circulation des marchandises, une influence culturelle, linguistique, morale, sociale et politique. Les ventes sont l'occasion d'échanges culturels. Les colporteurs, qui sont aussi des battleurs, se rapprochent parfois des chanteurs, des conteurs, voire des jongleurs, et vendent des histoires qui sont transmises oralement pour certaines, parfois depuis plus de 10 siècles. Ils peuvent accompagner leur vente d'un spectacle, de récits, de chansons, de divertissements. La connaissance des petits livres bleus vendus par colportage dès la fin du XVIIe siècle nous permet aujourd'hui de connaître ce qui alimentait l'imaginaire de ces paysans, de ces artisans, de ces commerçants de l'ancienne France. Cette culture populaire liée aux mœurs, aux traditions folkloriques, redécouverte et étudiée au cours du XXe siècle, a pourtant longtemps été négligée par les études historiques au profit de la culture des élites. Le colportage véhicule les chansons de geste pendant des siècles, mais aussi les grandes légendes, les mythes, les contes, les romans à succès, les thèmes populaires. Il possède donc une part forte dans la constitution de l'histoire littéraire nationale et de la formation de la sensibilité esthétique du peuple. Mais cette part est difficile à évaluer car, en grande partie orale, et la partie imprimée, on l'a vu, a disparu pour sa quasi-totalité. Ce qui voyage grâce au colporteur, c'est aussi la langue française. La littérature de colportage connaît une grande diffusion dans les territoires de langue d'oïl, plus que dans le sud. Les historiens se demandent encore dans quelle mesure la diffusion des livres s'est heurtée aux parlers régionaux, et aussi à l'inverse, dans quelle proportion
elle a été un instrument d'unification linguistique. Le colportage de librairie garantit la circulation des idées et des savoirs. Il est concomitant de la publication de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. On se demande alors, quelle porosité des idées d'un milieu à l'autre, ou de Paris à la province, et notamment au plan politique et social ? Au plan politique et social, justement, dès le Moyen-Âge, elle est une culture buissonnière qui échappe au contrôle royal. Les colporteurs, passant de ville en ville, de village en village, avec leurs pamphlets, leurs chansons, affiches, tracts, caricatures et libelles, se tiennent ainsi facilement hors de l'influence et du contrôle du pouvoir. À un moment, par un édit royal de 1723, on leur impose de savoir lire et écrire, ce qui n'était pas le cas toujours, pour qu'ils ne puissent pas se défausser en disant qu'ils ne savent pas ce qu'ils vendent. On peut se demander quel rôle possède le colporteur dans la circulation des idées auprès des classes populaires au moment où se prépare la Révolution, à la fin du XVIIIe, époque où il y a beaucoup de revendications paysannes. Une partie de la littérature de colportage présente au peuple les grandes idées du socialisme naissant et véhicule des idéaux démocratiques. Après 1789, on confère une totale liberté aux colporteurs de livres, ce qui favorise le goût du peuple pour les affaires publiques, auxquelles ils ont accès grâce aux imprimés. Le retour de la censure pendant l'Empire ne freine pas ce nouvel appétit d'instruction. Le pouvoir politique et religieux en a peur et multiplie les réglementations, les édits, les censures. Les colporteurs doivent ainsi obtenir une permission de la police avant de crier leurs ouvrages dans les rues. Chaque livre doit être estampillé, mais la surveillance est difficile et les colporteurs, habiles à semer la police. Un faisceau de causes a progressivement raison de la littérature de colportage dans la deuxième moitié du XIXe siècle. En 1789, assez tôt, la Révolution, suivie des guerres napoléoniennes, désorganise les circuits de production des livres et de circulation des colporteurs. Ensuite, le poids des taxes que les colporteurs doivent payer en arrivant dans une ville ou une contrée pour avoir l'autorisation de crier leurs produits et la surveillance de plus en plus étroite de la censure pèsent sur leurs pratiques. Les lois de 1849 et 1852 imposent 3 conditions très contraignantes pour la vente d'une publication par colportage. L'examen préalable de l'ouvrage par une commission, l'apposition d'une estampille sur chaque exemplaire proposé à la vente et le port d'un passeport spécial par tous les colporteurs, ce qui correspond à une patente. On observe de plus la concurrence de la presse à grand tirage. En 1863, c'est l'extinction du plus grand fonds d'édition de colportage, celui de Baudot, qui a hérité des Garnier et des Oudot de Troyes. Et 1 an plus tard est créé le Petit Journal, le premier grand quotidien moderne d'information, qui possède une immense puissance de diffusion et donne un essor incroyable à ce qu'on appellera le roman feuilleton. Et on peut voir un enchaînement très symbolique entre la fin du colportage et le début de la grande presse. Le contenu plaît, les coûts sont peu élevés, la concurrence des prix est forte et va de pair avec la démocratisation du lectorat. Autre cause du déclin du colportage, plus indirecte. La loi Guizot de 1833 rend obligatoire une bibliothèque dans chaque école. Elle favorise ainsi les éditeurs scolaires, dont certains feront fleuresse jusqu'à nos jours, comme Louis Hachette ou un certain Pierre Larousse. Les ventes se comptent en millions d'exemplaires que les colporteurs à pied ne peuvent pas assurer. Juste après, enfin, vers 1840, le développement du chemin de fer et l'apparition des points de vente de livres dans les gares, notre fameux relais H,
principe inspiré au grand éditeur Louis Hachette, encore lui par le modèle anglais, concourt à la disparition progressive des colporteurs piétons, devenus désormais inutiles. Malgré la difficulté d'accéder aux sources et aux documents d'époque, les historiens du colportage ont démontré la grande richesse de cette culture itinérante. Le commerce ambulant du livre vient à la fois enrichir notre connaissance de l'histoire littéraire et éclairer notre compréhension de l'histoire de l'édition et de la librairie.